Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la version audio de mon recueil Le ventre de la colline, un recueil dévotionnel dédié aux esprits du lieu, au territoire. C'est la version audio et aussi vous pouvez profiter de cette version vidéo pour voir les illustrations que j'ai pas intégrées dans la version PDF. Bon, ça c'est mon brouillon, mais il y a une version PDF qui est assez sommaire, facile à imprimer et à lire facilement chez soi. Si vous avez le moindre doute sur ce que je suis en train de raconter et que vous savez quand même pas très bien pourquoi vous êtes là, c'est simple, suivez les liens dans la description de la vidéo et vous aurez plus de détails. Ici, c'est la deuxième partie du recueil qui commence et c'est la xème vidéo, je ne sais pas encore. Été en pèlerinage. Et la première partie de cette section, été, c'est en pèlerinage, voyage. Journal, sur la marche, 28 juin 2024, à la campagne, non loin du mont Minerve, en Wallonie-Picarde. Comme je commence par mentionner où je suis au moment où j'écris, je commence aussi par lire la note en bas de page. Je l'appelle Mont Minerve parce que ce nom, repris par divers sites et sur des communications touristiques, m'a plu. Tout simplement. Il m'aura fallu du temps pour en identifier la provenance. Des historiens de la fin du 19e siècle ont véhiculé l'idée d'un antique pèlerinage à Minerve, eux-mêmes inspirés par l'histoire mythologique du chroniqueur Jacques de Guise dans les Chroniques du Hainaut. Initialement publié à la fin du XIVe siècle, en réalité, le village s'appelle le Mont Saint-Aubert, ainsi nommé d'après un évêque qui aurait christianisé la région. Son appellation Mont de la Trinité est quant à elle tombée en désuétude. Située à côté de la ville de Tournai, la colline attire des pèlerinages au moins séculaires et cultive un folklore vivace. Il y a bien des éléments en faveur d'un possible culte à une déesse gauloise romanisée en Minerve, mais rien de factuel, rien qui nous permet de l'affirmer. J'ai écrit quelques articles sur mon blog, sur les réseaux sociaux, pour suivre l'évolution de mon histoire avec le mont au pied duquel j'ai grandi en fait. Les liens se trouvent soit ici dans la vidéo, soit dans le PDF. En fait, j'ai dans la version draft que j'utilise, dans le brouillon dans lequel je suis en train de lire, les notes en bas de page sont beaucoup trop petites et en plus elles sont en gris. Elles sont complètement illisibles. Mais rassurez-vous, j'aurai modifié ça dans le PDF que vous pourrez télécharger. Ai-je trop grandi pour pratiquer l'écriture automatique comme je le faisais jeune adulte? Sans doute. C'est qu'il y a l'importance de se protéger, de rester enraciné et autonome. Je peux plus me perdre. Et je crois que c'est ok, que c'est mieux. Je veux pas me laisser bouffer. J'ai risqué ma vie en essayant de la trouver. C'était il y a fort longtemps, 20 ans ou 100 ans ou 10 000 ans. Je suis revenue. Je marche, j'arpente. C'est ainsi que je retrouve ma tête, en marchant. Dans des forêts situées ailleurs qu'aux confins de ma psyché. Des forêts avec de la vie et des esprits, et pas uniquement avec des fantômes et des monstres. Demain, j'irai bien en pèlerinage au mont Minerve. Marcher, relier, tracer, exister avec le paysage, le territoire, ses esprits, ses communautés, le vivant, la vivance. Je suis très sensible à l'idée que nos ancêtres, c'est-à-dire les humains indigènes d'un territoire précis, se déplaçaient à pied. C'était il n'y a pas si longtemps. Ce faisant, elle connaissait intimement un territoire de tout au plus une dizaine de kilomètres autour de chez elle. Parfois davantage selon les autres façons de bouger à leur portée et leur degré de sédentarité. Cette intimité engage une réciprocité. J'aime cette idée, non pas par nostalgie ou par idéalisation d'un pays de cocagne, mais parce qu'elle promet à l'heure actuelle des réponses et des solutions face à la fragmentation, à l'extinction et à la distanciation-dissociation. En réduisant notre échelle via nos distances de déplacement, on guérit aussi de la séparation avec le plus qu'humain. On se retrouve. Soi-même déjà, sauvage, en communauté, en appartenance. Et on trouve du lien, du respect, de la bienveillance, de la générosité, de la réciprocité. Arpenter son territoire engendre la nécessité de relations de réciprocité. Réciprocité. Avec tout ce dont nous nous sommes coupés au fil des siècles, dont nous nous sommes coupés ou que nous avons brisé ou que nous avons rompu à coups de bâton. Lutter. Tout ce qui a participé à cette destruction, celle de la terre et de tout ce qui en est. Le capitalisme, la colonisation, les féminicides, les génocides, les impérialismes. Lutter.
Est-ce que le changement d'échelle, la marche et les pèlerinages peuvent les contrer? Ai-je trop grandi pour l'enchantement? Et que peut l'enchantement? Journal. La terre-mère, déité ou ancêtre? Point d'interrogation. 1er juillet 2024. Si la terre-mère, ou mère nature, est notre ancêtre, si elle est aussi une déité, si la Vierge Marie est une ancêtre déifiée, si elle est aussi un visage que des humaines ont dû adopter pour que leur déesse mère survive au christianisme, si ces hypothèses contiennent un peu de vérité, il ne me revient pas de démêler les fils reliant les déesses terre, mère locales et Notre-Dame, la Sainte Mère telle qu'elle apparaît en certains endroits. Elle pourrait être à la fois un esprit et ou une déité distincte et une manifestation de la terre-mère. À la fois singulière dans son existence locale, unique, et une dans ce qu'elle serait la déesse mère unifiante. Je n'irai pas jusqu'à écrire universelle. Terre-mère, déesse mère, personnification du divin, déification de la nature, entité divine spécifique, perspective de libération dit, 4 juillet 2024. C'est un texte modifié, mais dont la version initiale a été publiée en juillet 2024. Je ne pense pas lire les notes en bas de page au fur et à mesure, mais vous allez plutôt les trouver à l'écran au moment de la lecture. Pourquoi l'amour semble demander beaucoup plus d'efforts que la haine? Et pourquoi poser cette question tout en dichotomie? Parce que je ne sais plus par où commencer. Éreinter et logiquement, en conséquence, peu inspiré. Éteinte peut-être. Mais je me mets à écrire pour les autres personnes qui se sentiraient éteintes, pour allumer quelque chose d'aussi simple que l'espoir, ou d'aussi vital que du lien. J'étends mes filaments, je tends la main. En hyperextension, toujours, par la magie d'une maladie du tissu conjonctif. Magie protective. Ça sonne juste de commencer ici. Un acte protecteur. Je réclame la maladie comme magie, qu'il en soit ainsi. Je me donne cette force. Je reconnais la puissance de mon corps faillible. Cet acte performatif me protège, le temps de la rédaction, des attaques sociétales et politiques envers nos existences malades, nos existences handies et plus largement toutes les existences non productives selon des standards capitalistes. Magie apotropaïque, bouclier contre les hiérarchies. Pause, le temps d'ouvrir un onglet pour vérifier l'orthographe du terme apotropaïque. La maladie chronique, ça fait ça aussi. Les mots ne restent pas sagement dans une définition ni dans une prononciation. Ils dépassent leurs limites. Ils s'interchangent, ils se polluent mutuellement. Il n'y a pas de pureté dans la maladie. Cela participe probablement à la rendre si terrifiante pour les suprémacistes de tous bords. Repousser les malades et les andis ne les protégera pourtant pas de leur faiblesse, ni de l'effondrement de leur propre corps face aux machines de guerre de toutes sortes. Quand leur tour viendra, il n'y aura plus rien pour les protéger de leur douleur. J'essaie de ne pas souhaiter la maladie aux gens qui souhaitent se débarrasser de nous. Je sais que les corps valides sont transitoires. Je n'ai pas besoin de verser dans la haine. Mais je dois me le rappeler. Ne pas répondre à celles qui mettront tout en œuvre pour nous anéantir par les mêmes méthodes qu'elles. Création en pause et eugénisme au galop. Je suis venue à l'ordi avec cette grande question. Les méthodes, l'organisation, le rassemblement, la résistance, l'émergence. Il me faut encore m'agiter autour de cette question pendant quelques paragraphes avant de tenter de l'approcher. C'est bizarre d'écrire cet article pour le blog. Depuis quelques années, j'y reviens sporadiquement, soit pour partager des écrits récents, soit pour publier certains des textes entassés dans mes carnets. C'est qu'avec le temps, je ne ressens plus de satisfaction à publier instantanément. Les réseaux sociaux ont fini par briser la fertilité de ce processus. De sorte qu'écrire pour publier devient mortifère. Cet acte porte en lui son extinction. Je ne serai pas la curatrice de mes pensées, ni de mes textes canalisés, ni des riches toiles de relations qui m'en mêlent au territoire. À l'heure des réseaux sociaux, j'ai plus rien à offrir qui pourrait dans le même temps nourrir les grandes entreprises entretenant la haine.
Depuis quelques semaines, je n'ai plus envie de publier des vidéos non plus. C'est comme ça, je vais, je viens, mais aussi c'est plus profond que d'habitude. Déjà, par conviction antifasciste. Pendant toute la campagne électorale en Belgique, j'ai vu les pubs du Vlaams Belang s'afficher en amorce de presque toutes les vidéos que je regardais. Le parti d'extrême droite flamand, deuxième parti du pays. On s'attendait à ce qu'il remporte haut la main les élections en Flandre. Victoire de la haine. Finalement, c'est un moindre mal qu'il a emporté. Un parti nationaliste, séparatiste, lui aussi, mais plus néolibéral, pratiquant des politiques d'austérité, antisociales et largement racistes. Il ne se dit pas d'extrême droite, malgré l'ambiguïté de la plupart des politiques menées. Il ne se dit pas d'extrême droite parce qu'il respecte la démocratie, apparemment. Voilà, on s'approche de la question du fil rouge. Les systèmes dits démocratiques s'effondrent. Les murs s'écroulent sur nos gueules. Les pierres atteignent d'abord les plus précarisés, les personnes non blanches, les personnes pauvres, celles qui ne peuvent pas courir pour se mettre à l'abri, les malades et les handis. L'écocide commis n'a connu aucun précédent. Celles qui pensent se mettre à l'abri à court terme seront rattrapées par l'éboulement. Et elles ont oublié qu'elles appartenaient elles aussi aux vivants, et elles ont cru que la destruction à laquelle elles participaient les épargnerait. Trêve de prophéties scatologiques. On n'a pas besoin de rajouter du drama à nos situations. Je prends quelques respirations profondes pour revenir dans le présent au lieu d'imaginer le pire. Je vais bouger et boire un grand verre d'eau. Avec le cèdre, le corps a besoin de mouvements doux pour tenir. Le processus d'écriture est incompatible avec la condition avec laquelle je vis. Mais je n'oublie pas qu'elle est magique. Dans le cas présent, l'obligation de bouger, d'hydrater mes tissus, empêche mon esprit de faire des boucles narratives au sujet des pires scénarios. Elle est magique car elle me sauve. Je ne peux ni stagner, ni foncer. L'équilibre est une nécessité à ma survie. D'une manière plus accrue que pour d'autres, il m'est impossible de l'ignorer. En général, les récits de la maladie comme super pouvoir servent socialement à distinguer les bonnes handicapées et les mauvaises, du genre les athlètes qui dépasseraient leurs conditions des autres, médiocres et indignes de vie, indignes de droit. Ils ont aussi pour fonction de masquer les douleurs et les maltraitances médicales et les obstacles dans l'accessibilité à l'espace public. Ils idéalisent au lieu de rendre compte de nos vies, en somme. En général, on n'a pas besoin de ce genre de discours sur nos corps. Mais c'est différent aujourd'hui. La magie de mon corps agit comme un cercle sacré afin de rédiger ce texte. Elle est le rempart à l'eugénisme sous-jacent dans les prises de décision contre les malades de longue durée et les autres groupes sociaux et ou administratifs considérés comme des tares. Je vous lis quand même la note en bas de page. En Belgique, les malades de longue durée, c'est les fugitifs du travail salarié. Ce sont celles dont le corps refuse de coopérer avec le productivisme. Ces personnes en arrêt maladie depuis plus d'1 an sont déclarées en invalidité et sont une des cibles à abattre à coup de remise au travail. Des cibles à abattre des partis qui venaient d'emporter les élections et qui ont depuis formé des gouvernements aux différents niveaux de pouvoir. Reprise du texte. Cette pause, j'ai dû la passer à câliner mon chat Bablut. L'enchevêtrement du vivant, le soin, la douceur, nos vies sont inextricables. Nous sommes co-responsables d'autres vies que la nôtre, dans une grande toile d'interconnexion. Pause dans la rédaction de cet article fouillis. Retour pour expliquer la pause de la création de vidéos. En fait, il y a toujours une ramification de causes d'importance diverses et plus ou moins personnelles. Je voudrais parler surtout de celles qui sont liées au contexte politique actuel. Politique de haine. Le 30 mai, j'ai filmé un tirage en vidéo dans la continuité des lectures de tarot que j'avais partagées précédemment. Il traitait du courage, il traitait du génocide en cours à Gaza. Il traitait de l'approche des élections régionales, fédérales et européennes et des résultats tristement anticipés entre la droite, de plus en plus populiste et haineuse, et l'extrême droite. Je ne sais plus quoi écrire pour qualifier les extrêmes droites. On ne peut plus les combattre en proclamant notre antifascisme et le danger qu'elles représentent, puisqu'une large partie de la population ne les saisit pas, ne voit plus le problème. Il faut reformuler notre antifascisme, aller dans les détails, entrer en discussion. On ne peut pas laisser les rhétoriques guerrières l'emporter. Au-delà de l'illusion de clash, nous devons impérativement trouver des façons de communiquer avec des gens qui veulent nous démolir.
Je sais plus quoi écrire pour qualifier les extrêmes droites et je crains d'être naïve en prenant la discussion, tandis que mes amies lesbiennes et ma communauté LGBTQIA+, craignent pour leur vie en France. Hier, mon épouse a refusé de me faire un câlin dans le train. J'ai vu dans ses yeux une terreur alimentée par son vécu. Une lesbienne de 52 ans qui a survécu à des décennies d'agressions lesbophobes, tant au niveau intrafamilial que dans l'espace public, avait trouvé un refuge en Belgique. Et voilà que l'ombre de la terreur revient, déjà connue dans sa chair. Et voilà qu'à tous les facteurs de précarité cumulés revient s'ajouter être lesbienne. Je dois revenir au sujet des vidéos. Transition facile. Un énième commentaire homophobe, une homophobie tristement ordinaire, à peine violente par rapport à la menace qui pèse sur les existences de tant d'entre nous. Peut-être que c'était ça le pire, cette banalisation des LGBT-phobies. Les commentaires de haine racistes, classistes, sexistes et autres s'enchaînent dès qu'on ouvre un média social. Je ne sais pas comment créer dans ces conditions. Je ne crée pas avec la boule dans le ventre. Je ne crée plus par réactivité. Je crée dans un souci de lien. Un énième commentaire homophobe et j'ai perdu l'envie. Rien qu'à l'écrire, mes mâchoires se serrent. Je mordis mes joues sans en prendre conscience. Avec mes tissus fragiles, je ne vais pas tarder à saigner. L'espace entre mes omoplates s'est réduit. La tension s'est installée. Le fil de mes pensées à l'image des liens que je tentais de nouer s'est brisé. Avec un CED, il est probable que ces 15 minutes de stress et de contraction engendrent plusieurs heures ou jours de douleurs intenses. Je veux l'écrire. J'ai besoin d'un minimum d'équilibre pour fonctionner avec la maladie chronique. Pour beaucoup d'entre nous, cet équilibre est d'ores et déjà rompu. Alors que ça ne fait que commencer. Devant nous, 5 ans de gouvernement résolu à accroître notre précarité. Je ne sais plus comment survivre. Je sais à quel point il est compliqué de se battre quand on peine à survivre. C'est ce qu'ils veulent, pas juste au niveau individuel. Les politiques d'austérité visent à étouffer le mouvement social. Occupés à survivre, à tenter de payer les salaires des locaux, ils s'éreintent, il devient plus aisé de le décrédibiliser. Dans quelques années, on pointerait le doigt vers eux. Regardez, ils ne faisaient quand même rien de bon. Ce travail de sape se déroule au moins depuis les élections fédérales et régionales de 2014. Parfois ça marche, les mouvements sociaux suffoquent, parfois on se réorganise. Moins institutionnel, plus libre, plus créatif, plus émergent, plus vibrant. Il y a toujours un prix à payer, néanmoins. Souvent des tafs salariés. En parallèle, on va réduire les allocations de chômage à 2 années et surtout ne pas refinancer les CPAS pour s'assurer que les plus précaires se retrouvent à la rue. J'invente pas cette dystopie. Elle est suspendue le temps de la formation des gouvernements en Belgique. Elle n'est pas expérimentale. On a déjà essayé les politiques de haine. On connaît les résultats. Celles qui croient y échapper parce que plus méritants se trompent. Comment leur montrer que des personnes qu'elles estiment être leur rebutoir leur ressemblent? Je crains qu'elles s'en foutent. Je suis en pause partout pour cette raison aussi. Comment y croire? La haine nous entoure. Précarité, urgence et pertinence, défaillance. Ce matin, dans notre cours, des architectes s'affairaient à effectuer des mesures. La finitude des équilibres chèrement acquis se rappelle à nous. On ne peut pas accéder au marché locatif classique ni s'emmerder à attendre 10 ans sur des listes d'attente pour des logements sociaux. On n'a pas le luxe de se projeter dans 10 ans. On est contrainte de vivre en logement temporaire précaire, sans chauffage, sans isolation. On se bat pour rendre des taudis habitables. On y parvient grâce à la solidarité infaillible de nos proches et de nos communautés. Et puis quoi? Il suffit qu'un propriétaire qui n'en a rien à foutre de nos vies, rien à foutre du vivant, claque des doigts pour qu'on ait 3 semaines pour trouver un logement, pour que se produise un miracle. Est-ce que les miracles se produisent encore pendant l'apocalypse? Ce matin, des architectes, des ingénieurs prenaient des mesures au mépris de nos vies, alors je me suis mise à écrire. On dit qu'on fait taire les artistes, en les privant d'argent, de lieux, de soins au pire, afin que la population ne parvienne plus à imaginer qu'un autre monde est possible. Je ne crée plus en vidéo parce que j'ai du mal à distinguer cet autre monde.
Mais en même temps, je m'active dans un monde où la révolution n'est pas diffusée en direct à la télé, sur YouTube, ni sur n'importe quel média social. Et ce monde ne ressemble en rien à ceux où triomphe la haine. Et ce monde, il existe là, maintenant, tout de suite. Il résiste à l'urgence, il pousse lentement. C'est affreux de résister à l'urgence alors qu'elle pousse à nos portes. Elle est bien là. Mais toutes les réponses ne voient pas le jour dans l'urgence. Mes réponses en dit ne peuvent pas naître dans l'urgence. Elles sont en gestation. Toute gestation est risquée par les temps qui courent. Je prends ce risque. Ce faisant, je me sens impuissante face à bien des menaces urgentes. Je relâche un peu de pression. Ces menaces perdureront après l'urgence. Ce que nous nourrissons dès à présent est le terreau de ce qui émergera. Il y a plus d'un mois, j'ai filmé un tirage en vidéo traitant de courage, du génocide à Gaza, du résultat des élections à venir, des écocides. J'ai pas réussi à publier cette vidéo. J'ai pas réussi à tisser les fils des priorités dans ce tirage. Il était déplacé d'insister sur la situation locale, tandis que les massacres commis par des Israéliens soutenus par de nombreux États occidentaux se poursuivaient. J'ai pas réussi à montrer des liens entre des situations profondément différentes et intrinsèquement connectées. Depuis, j'arrive plus à partager car il faudrait être aux côtés de tellement d'urgences. Comment le faire? Je temporise. Dans l'ombre, dans le compost, dans l'obscurité, dans la terre. C'est un privilège. Et me voilà réduite à rédiger un texte qui parle de mon point de vue, moi, et comment je me sens face à tout ça. R. Le pouvoir et la vanité des mots. Je réduis notre porosité quand j'essaie de la mettre en mots. Les mots, limités de plus par la maladie et la concentration défaillante, sont plus à la hauteur. Ils ont la mission de se mettre à la hauteur dès lors que le vainqueur des élections en Belgique francophone clame qu'il veut un pays géré par des ingénieurs et pas par des poètes. Un énoncé qui a beaucoup fait parler, dont il y aurait tant à dire. Mais les forces me manquent. J'ai écrit à ce sujet, j'ai réfléchi, j'ai déconstruit, j'ai répliqué. Mais les forces me manquent. C'est leur objectif. Pour nous tous, les poétesses, les malades, les rebelles, les ingérables, les ingénieurs qui ne sont pas au service de la gestion ou de la productivité. Leur objectif, c'est que les forces nous manquent. Pour nous tous, le vivant, les rivières, les jachères, les forêts, les potagers, les sources, les minerais, l'air. Comment existe-t-on? Comment résiste-t-on lorsque les forces nous manquent? Depuis que j'ai dû quitter Bruxelles, mes problèmes respiratoires ont fortement diminué. L'image des poumons m'est venue en écrivant. Ça doit être mon éco-terrorisme qui se soulève puis s'affaisse irrésistiblement face à la destruction. Ce qu'elles appellent éco-terrorisme, c'est la force du vivant. Quand j'écris le vivant, il y a toujours la mort en filigrane, car la nature ne connaît pas cette séparation. Quand elles veulent ensevelir les malades, et elles se croient au-dessus de la mort. Ce mythe néolibéral qui nous rend responsables individuellement de la santé. Quand elles veulent s'en prendre aux malades, toutes leurs actions ont des relents eugénistes. On dit qu'elles ne sont pas d'extrême droite, mais vouloir se débarrasser des malades et des improductives, en les précarisant, pourquoi on n'appelle pas ça de l'extrême droite? C'est ça que je me demande aujourd'hui. Comme prévu, je tourne autour des questions auxquelles j'ai de toute manière aucune réponse. Les humains se mettent en danger en pensant pouvoir détenir des réponses définitives, ou qu'un être providentiel, une espèce de sauveur, leur apportera. On se sent vulnérable quand on n'a pas réponse à tout. C'est inconfortable, mais le doute, le trouble, la fluidité alimentent les cycles de la vie. Il y a beaucoup d'éléments de qui j'ai été sur le tas de compost en ce moment. Il y a beaucoup d'éléments de ce qui fait société, de qui fait démocratie, ce qui fait enchevêtrement en décomposition pour le moment. Oh, la force du courant. Le plus dur est de laisser du temps pour le deuil, pour pleurer ce à quoi on renonce, ce à quoi on tenait, pour espérer, dans un doute qui nous prend les tripes, qu'on fera encore pousser ce qui compte dans ce terreau riche en sacrifices. Le plus dur, c'est le temps. Un luxe, une évasion, un leurre,
Même quand le temps nous est compté, il demeure une nécessité du côté de ce corps dont on dit que le collagène est défectueux, dont on imagine qu'il galère à faire des liens. Peut-être parce que le liant de ce corps est dysfonctionnel, il sait aussi du plus profond de ses gènes qu'il faut chercher et cultiver ce qui relie. Qu'il n'y a pas de lien parfait, qu'il faut toujours essayer et maintes fois tomber et sans cesse se blesser, mais que la magie se produit quand on essaie, quand on échoue, quand on relie. Ce corps est celui d'une poétesse, avec ou sans capacité de former des phrases ou de clôturer un texte intelligible. Ce corps poreux ne connaît pas de pays, pas de frontières, pas de gestion. La créativité coule dans nos veines, elle coule dans les fleuves, elle coule dans nos toilettes. La créativité ne connaît pas de frontières, elle est humaine et bien plus qu'humaine. Elle prend le temps du deuil. Je m'en vais auprès de la rivière. Même s'il n'est plus qu'un murmure depuis qu'on l'a canalisé et qu'on a réduit ses méandres. L'esprit de la rivière parle encore. Je le suis pour quelques kilomètres. Le courant emporte le poids du chagrin. Ce texte n'était pas destiné à se clôturer sur une réponse. Je porte en moi le souvenir des méandres de la Dendre. Et toi, quels ancêtres pleurent avec toi? Journal, note de pèlerinage, 4 juillet 2024. Au sommet de la vieille montagne, ou Adenberg, à Gramont, en pèlerinage. Cheminement. Assise au pied de la colonne. Ce matin, j'ai dormi tard. Je n'ai pas ressenti beaucoup de fatigue dans la journée. J'ai écrit 3000 mots sur la situation politique actuelle, sur comment je me sens par rapport à ça. Quand j'ai eu fini, j'ai su qu'il fallait que je prenne l'air. Me voici donc, après 19 heures, au sommet de la vieille montagne. Le thème du deuil m'habite encore. C'est pour ça que j'ai suivi le courant de la Dendre. Une hème, cueillir des fleurs du jardin, longer la rivière, charger les flots. Denderstraat et une brève pause à l'abbaye, à l'emplacement de l'ancienne église. La carte de l'étoile, cette promesse. On peut toujours se renouveler, on n'est jamais fini, jamais limité par les formes de qui on a été. On peut prendre des nouvelles formes, on est des change-formes, des multiformes, des métamorphoses constantes. Parfois les métamorphoses prennent du temps. L'étoile nous aide à garder l'espoir dans ces moments. Vers la vieille montagne, des idées en vrac, la puissance des sources, garder la tête dans les étoiles, dans les nuages, changer de perspective pour pouvoir changer de forme, ne pas être trop centré sur soi-même, voire au-delà, se connecter au-delà de soi-même. En montant la vieille rue, puis les sentiers bordés de haies, j'ai pensé au pèlerinage païen à venir. Une envie de partager ces expériences spirituelles et l'amour du lieu avec d'autres. Les pèlerinages, c'est un concept et surtout une pratique tellement pertinente, ressourçante, épanouissante, fertile, avec cette lenteur qui oblige à se mettre à l'échelle du territoire. Assise au pied de la colonne, ensuite je marcherai sur la crête de la colline jusqu'au Overberg. Je descendrai le flanc par le bois de Boulard, je suivrai la Dendre jusqu'à Hunechem. As de coupe. La tête levée vers la coupole étoilée. Notre-Dame du Adenberg me présente l'as de coupe. Je suis la source, tu es le récipient. Tu retiens pour quelques secondes le flux de vie, puis tu le laisses s'écouler. Car je dois couler, déborder, abreuver, nourrir, charger, bénir. Je suis la source bénie de la vie, l'eau pure, cristalline, bienfaisante. Je suis l'eau céleste, le reflet de l'eau. Je jaillis là où la terre s'élève pour rencontrer le ciel. Je suis le don de la terre et du soleil. Je suis la rencontre sacrée, la confluence des confins de la terre et de la voie des astres. Je suis l'infini. J'abonde. Trempe tes lèvres à mon abondance. Tu es chargé désormais. Tu peux parler mon langage et transmettre mes messages. Tu en es capable. Tu peux incarner cette responsabilité sans qu'elle te pèse. Tu peux te déverser dans la Dendre, fille de la source, prêtresse des entrailles de la colline, enfant de la montagne. Tu es ici chez toi. Cela suffit déjà. Tu es ici chez toi,
Agis en fonction de cette appartenance. Partage le bol d'eau fraîche. Fais la connaissance de l'eau, des eaux de Grammont, de la bonté du Grammont. Journal sur les pas des ancêtres, 7 juillet 2024. Dans le train, départ de Grammont vers le pays des collines en Wallonie-Picarde. Le 9 de terre dans le Awakening Tarot. Une personne heureuse, présente en cet endroit depuis si longtemps qu'elle est quartzifiée. Elle est devenue un amas cristallin. Elle regarde en arrière. Je regarde en arrière. Ces terres qui nous ont portés, ces terres qui nous ont travaillés, ces terres dont nous connaissons les profondeurs et dont nous respectons les mystères. Apprends-moi la révérence. Laisse-moi découvrir un peu de la sagesse de ce pays qui est le nôtre. Une sagesse qui n'est pas la mienne, mais dont je pourrais faire partie, qui est construite par des générations de collaboration. Nous sommes les gens du pays, les paysannes, les gardiennes de la forêt, les servantes des sources. Nous le sommes, mais moi je ne le suis pas vraiment. Je suis un fragment de mémoire, une héritière sans connaissance du territoire. Cependant, je suis revenue ici, dans les parages, presque à distance de marche. Je suis revenue avec toutes les parties de nous qui n'étaient jamais parties. Le train s'arrête à Lessines. Je me rapproche. On descendra à Rebais, le village où est née mon arrière-grand-mère Charlotte. Je reviens. A journey home. Les rituels, les cycles, les mortes. 11 juillet 2024. Au jardin, Unechem. Je descends le labyrinthe. Ici, la chaleur humide et l'obscurité. Ici, les chandelles et les torches, les jeux d'ombre. Tu entres ici pour tromper tes sens. Tu danses en spirale dans la nuit pour oublier le jour. Tu tombes en virevoltant dans le ventre de la déesse mère. La colline, la déesse. La zone humide en contrebas, sa matrice. La rivière, sa jouissance. Et sa peine infinie, le courant de ses larmes. Elle est les noms de déesses ou de dames qu'on lui donne. Elle est aussi unique au paysage et aux esprits qui le peuplent. Elle est la vieille montagne. Elle est notre ancêtre, celle qui nous a donné la vie, celle qui nous a donné par ses larmes à la rivière et par la rivière à la mer. Il fut un temps, elle était la mer, puis elle s'est élevée vers le soleil. Elle est la lumière, elle est les saisons, la montagne, le temps. Elle est la vieille montagne, celle qui veille sur les hauteurs boisées. Elle est Unechem, Ingahem, la demeure des enfants, le foyer de la vie, la matrice, la naissance. Elle est la tisserande, elle est le fil, celle qui l'engendre, celle qui l'étire, celle qui le coupe. Elle est la vieille montagne, la célébration au sommet, les initiations en son sein. Elle est le rituel, elle se nourrit des rituels. Elle est le rituel car nous sommes indémêlables, nous, humains, elle, divine, indémêlables. Elle est notre demeure, notre dame, notre mère, notre territoire, notre déité nourricière, notre joie. Elle est l'extase et le deuil, la frénésie, la chute. Elle est la source de vie. Nous sommes ici parce qu'elle en a voulu ainsi. Dans sa demeure, je m'incline. Que vais-je faire de mon sort? Toutes les prophéties ne sont pas faites pour se réaliser, mais toutes valent bien un récit. Comme souvent depuis le solstice d'été, j'ai fait le tour de la prairie et j'ai farfouillé dans la bordure des aromatiques afin de créer une couronne pour la statue de Notre-Dame. D'abord du liseron et des graminées, puis s'enfilent feuilles de menthe et de mélisse, fleurs d'épilobe, de mauve, d'origan. La couronne, comme les craquelins de la fin de l'hiver, symbolise la roue des saisons et celle de la vie et de la mort. Nous vivons, nous mourons, nous nous entrelaçons. Je dépose le cercle sur les mains jointes de la statue et j'improvise une prière à la déesse, la nourricière, celle qui donne généreusement la vie, celle qui accompagne sur le seuil de l'inévitable mort. Puisse-t-elle nous protéger des morts cruelles? Puisse-t-elle nous aider à lutter contre les génocides? Puisse-t-elle protéger les Palestiniens, Palestiniennes?
J'ai prié Notre-Dame de Hunehem pour la première fois après la mort en mars. J'ai installé un petit autel avec des fleurs et une bougie. J'ai prié Marie. J'ai pleuré. Dans la tristesse, j'ai trouvé intuitivement vers qui me tourner. La bonne mère, la tisseuse, l'utérus, la tombe. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les déesses de ce genre apparaissent souvent dans la détresse, et nous pleurons avec elles. Notre-Dame de la Bonne Mort, qu'est-ce qu'une mort digne? Je vais vous lire les notes en bas de page. Sur Hunehem et Ingahem, l'étymologie des noms de localités se terminant dans les dérivés de Ingahem, Ingaheim, comme Hunehem, ferait référence à la demeure, le domaine, l'installation de celles, des enfants, des descendants de X, en fonction du préfixe. Ce genre de toponyme daterait des migrations germaniques dans la région. Ils ont aussi évolué en Guem ou en Guien, du côté francophone. À propos de la couronne et des craquelins de la fin de l'hiver et de la roue des saisons, je fais référence aux célébrations probablement d'origine celtique qui se tiennent fin février au sommet du Hardenberg, et j'en ai parlé dans une note précédente. Et enfin, en ce qui concerne Notre-Dame de la Bonne Mort, il faut savoir qu'il y a plusieurs chapelles qui sont dédiées à Notre-Dame ou à Saint-Joseph de la Bonne Mort dans la région. Creativity as a Child of Creation, 18 juillet 2024. C'est un texte qui a été canalisé pendant le Spiritual Ecology Study Club en Advaya. Les liens sont dans les notes et j'ai préféré ne pas le traduire pour garder le côté canalisé. The source of life. Creation is not a one-time event. We are embedded in it, within every moment, constantly dying and birthing and being reborn. We are creation. Creation involves a we. Creativity is how we answer as part of creation. It is our service. It is how we show up, accountable in times of need. I birthed you in my womb, says Mother Earth. I birthed you and everybody, encouraging you to shed old skin and move. I am movement. I am change. And the endless grief, because change sometimes means destruction. And the endless flow that soothes grief. That is who I am, the source of life, the beginning and the end, and first and foremost, all that is in between. I sit quietly with the goddess. Here she is Our Lady of Hunehem, Our Lady of the Children's Home, always different, for she is change. Here we also call her Our Lady of the Hardenberg, Our Lady of the Old Mountain. I sit quietly with the goddess where I live, in the belly of the hills, along the river. I sit in her home. I am her child. She teaches me how to be a mother. I will never be a parent in any physical way, yet she teaches me how to be a mother, how to be generative with creativity. Whenever I walk up the hill to visit Our Lady of the Old Mountain, I sit closer to the clouds and the sun, and there the sky is within my reach. I sit still for a while. Then I start dancing. This is how it usually goes, for she is the mistress of ritual and ceremony. We dance to the seasons. Vous m'excuserez pour mon accent anglais.